Imaginez, c'est la nuit, on est en été et le ciel est clair. Vous décidez d'aller observer le ciel et là commencent les questions existentielles. Ces questions qui préoccupent et gardent en haleine des milliers de scientifiques à travers le monde, et ce, depuis des années. Parmi celles-ci trône la très fameuse « Y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers ?» Bien que la réponse ne soit pas définitive, la possibilité de retrouver une forme de vie sur certaines exoplanètes reste bien réelle. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une exoplanète? Très simplement, une exoplanète est une planète qui orbite autour d'une autre étoile que le Soleil. Assez général quand même. Reste maintenant la question de la vie. Plusieurs caractéristiques, comme la distance par rapport à une étoile, la forme de l'orbite, la composition du sol et de l'atmosphère, s'il y en a une bien sûr, sont essentielles pour juger de l'habitabilité d'une planète. Toutefois, de toutes les caractéristiques nommées, la plus importante reste la distance moyenne entre une planète et son étoile. Effectivement, une planète beaucoup trop près ou loin de son étoile centrale ne répond pas aux conditions minimales pour abriter la vie. De ce genre de réflexion est né le concept de zone habitable. La zone habitable est une région autour d'une étoile où l'eau peut se retrouver sous forme liquide à la surface d'une planète. Bien sûr, qui dit eau dit aussi possibilité d'abriter la vie. Cependant, il serait également probable de retrouver des formes de vie légèrement en dehors de cette zone. C'est du moins ce que supporte Stephen King de l'Institut scientifique sur les exoplanètes de la NASA en Californie. Effectivement, si certaines formes de vie retrouvées sur Terre peuvent supporter des conditions extrêmes, pourquoi pas ailleurs? Métabolisme ralenti au maximum ou cocon protecteur fait d'eau ou de roche sont des exemples de stratégies de survie auxquelles ces organismes ont recours. Lorsqu'il est question d'exoplanètes, on utilise généralement l'IST pour quantifier l'habitabilité de celle-ci et les unités astronomiques comme référentiel pour les distances. Une unité astronomique correspond à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 1,5 fois 10 à la 11 mètres, ou si vous préférez, 150 millions de kilomètres. Cette distance correspond également à 3747 fois le tour de la Terre. Lorsqu'il est question de chercher une planète semblable à la nôtre, le terme IST revient souvent. Cela signifie indice de similitude à la Terre. Cette échelle, comprise entre 0 et 1, permet de déterminer si une planète pourrait être habitable ou non. Plus l'IST s'approche de 1, plus la planète ressemble à la Terre. À l'inverse, plus elle s'éloigne, plus la planète est différente de la Terre. Toutefois, cet indice doit être d'au moins 0,8 pour qu'une planète obtienne la mention habitable. C'est bien beau, mais comment on fait pour trouver des exoplanètes? Là est la question. Plusieurs techniques de détection sont utilisées, mais seulement 2 d'entre elles seront traitées dans cette vidéo, à savoir la vitesse radiale et la méthode des transits. C'est d'abord et avant tout la méthode la plus efficace à ce jour. Elle mesure les perturbations qu'une planète induit à son étoile et vice-versa. Effectivement, l'étoile va attirer la planète, mais l'inverse est aussi vrai. Cependant, ces variations seront inégales compte tenu de leur masse passablement différente. Toutefois, cette force fait aussi en sorte que le centre de masse du système étoile-planète n'est pas, comme on pourrait le croire, au centre de l'étoile, mais plutôt un peu à côté. Cela implique également que l'étoile est une orbite, quoique très réduite. De plus, la position de l'étoile par rapport à la Terre va varier tout au long de la révolution de l'exoplanète. En s'approchant et en s'éloignant de nous, la vitesse radiale de l'étoile va donc varier de manière périodique. Lorsque l'astre s'éloigne de la Terre, on dit que la vitesse radiale est positive et inversement lorsqu'elle se rapproche. À noter que la vitesse radiale sera nulle au moment où l'étoile croisera la ligne imaginaire entre l'observateur et le centre de rotation du système planète-étoile. C'est précisément ce changement de vitesse radiale qui affecte la lumière et engendre un effet Doppler-Fizeau qui provoque un décalage dans les raies du spectre lumineux de l'étoile. On peut comparer cette situation à une voiture dépassant un observateur situé au bord de la route. Lorsque la voiture approche, le son que l'on entend nous semble aigu car la fréquence perçue est plus grande que lorsque la voiture est au repos. À l'inverse, quand la voiture s'éloigne,
le son nous paraît plus grave. C'est la fréquence perçue qui diminue. Transposons maintenant cela à notre situation. Lorsque l'étoile s'éloigne de la Terre, la longueur d'onde perçue est moins énergétique. Cela se traduit par ce qu'on appelle un décalage vers le rouge, considérant que le rouge est la couleur possédant le moins d'énergie dans le domaine du visible. Lorsque l'étoile s'approche de nous, c'est complètement l'inverse. La longueur d'onde perçue est plus énergétique, ce qui provoque un décalage vers le bleu étant une des couleurs les plus énergétiques du domaine du visible avec le violet. Si un tel phénomène de décalage dans les raies du spectre lumineux de l'étoile occure de façon périodique, on peut en venir à la conclusion de la présence d'une ou plusieurs exoplanètes orbitant autour de cette étoile. Par contre, étant donné que la vitesse radiale d'une étoile varie très peu, cette méthode est beaucoup plus précise pour les exoplanètes massives et rapprochées de leur étoile, ce qui engendre bien sûr une force d'attraction plus grande. Cette technique permet également d'approximer la masse de l'exoplanète. Supposons une planète orbitant autour d'une étoile quelconque. Il viendra forcément un temps où cette planète se retrouvera entre son étoile et la Terre. Durant cet intervalle, il sera possible, depuis la Terre, d'assister à une diminution de l'intensité lumineuse perçue, considérant que la planète cache une partie de l'étoile. C'est sur ce phénomène que se base la méthode des transits. Voici ce que l'on peut obtenir en observant le spectre lumineux d'une étoile. Au départ, l'intensité lumineuse de l'étoile est à son maximum. Puis, la planète commence à passer devant l'étoile en obstruant de plus en plus de lumière. Au creux de la cloche, la planète est exactement entre son étoile et la Terre. À partir de ces données, il est possible de calculer la taille et la masse de l'exoplanète, en plus de caractériser son orbite. Toutefois, cette méthode ne s'applique pas à toutes les planètes, mais seulement à celles qui passent précisément entre la Terre et leur étoile, ce qui n'est pas très commun. Maintenant, abordons une question qui vous brûle sans doute les lèvres. Y a-t-il d'autres types d'exoplanètes? Ce sont des géantes gazeuses qui ont une masse d'environ 317 fois celle de la Terre, dépendamment de la composition de leur noyau. Certaines de ces exoplanètes découvertes dans les dernières années possédaient une orbite très rapprochée de leur étoile centrale, chose encore incomprise des astrophysiciens. Dans de tels cas, on parle de Jupiter chaudes, considérant que leur température de surface oscille entre 1000 et 1600 degrés Celsius. À l'inverse, les Jupiters froides sont très éloignés de leur étoile centrale et leur température de surface varie conséquemment. Pour le moment, les Jupiters, qu'elles soient glacées ou brûlantes, restent les plus faciles à repérer. Effectivement, leur masse importante fait osciller plus fortement leur étoile centrale, ce qui est facilement mesurable à l'aide des outils de détection actuels. Les Neptunes sont des exoplanètes plus massives que la Terre, mais plus petites que les Jupiters. Leur sol est majoritairement composé de roches et de glace, le tout est contenu par une atmosphère très dense. En plus, à la manière des Jupiters, il existe des Neptunes froides et des Neptunes chaudes. Elles ont une masse qui varie entre 2 et 10 fois celle de la Terre et ont une gravité suffisante pour contenir une atmosphère. Certaines, beaucoup trop près de leur étoile, seraient de véritables mondes de lave, tandis que d'autres, beaucoup trop loin, seraient de véritables déserts de glace. Il y a cependant une autre possibilité, celle que l'exoplanète soit juste à la bonne distance de son étoile. On dit alors qu'elle est dans sa zone habitable. Les planètes telluriques sont habituellement constituées de roches et de métal, ce qui en fait des planètes beaucoup plus denses que les géantes gazeuses, quoique sensiblement plus petites. De plus, leurs sols sont divisibles en 3 zones distinctes, à savoir le noyau, le manteau et la croûte. Dans notre système solaire, seulement 4 planètes et une lune portent le qualificatif de planète tellurique. Les planètes errantes sont pour le moins originales. En effet, elles n'orbitent autour d'aucune étoile. Ces dernières auraient été expulsées de leur système solaire d'origine, les laissant ainsi dériver dans l'espace. Certaines sont captées lors de leur passage près d'un trou noir et commencent alors à graviter autour de ceux-ci. Toutefois, cela ne les empêche pas d'avoir des lunes, ou plutôt des exolunes.